Lorsque le confinement a été mis en place, nos habitudes, nos possibilités ont profondément été chamboulées. Ce n'est pas seulement notre comportement que nous avons dû adapter, mais aussi notre regard sur le monde et sur les autres. Dès lors, nous avons pu nous étonner à porter des jugements parfois sévères à l'égard de nos pairs, notamment via les réseaux sociaux, chose qu'on ne se serait peut-être pas autorisé avant la crise, désignant les uns comme irresponsables, les autres comme stupides, et cela pouvant susciter du blâme, de la colère, voire du désespoir. Mais au fond, en cette période de confinement, quand on croit observer tant de gens fautifs, pour ne pas dire idiots, cela relève-t-il vraiment d'un jugement objectif ou cela ne révèle-t-il pas plutôt un bouleversement dans notre manière d'appréhender et d'observer les choses? En somme, quand nous jugeons un individu ou un groupe, que jugeons-nous vraiment? Comment jugeons-nous? Et surtout, pourquoi jugeons-nous les autres? Qu'appelle-t-on juger? Au sens général, juger consiste à énoncer une opinion, affirmer une position ou encore tenir un verdict. La tentative de définition devient bien plus complexe dès lors que nous allons sur un terrain logique et philosophique, mais loin de moi la prétention de définir tous ces aspects, d'autant que ce qui nous intéressera ici est un type de jugement bien particulier, le jugement social, c'est-à-dire les attitudes, impressions et explications des comportements que nous avons à l'égard de nos pairs. Juger un individu, c'est d'abord s'en faire une certaine impression, par exemple en lui attribuant des traits du type « celui-ci est honnête, celui-là est impulsif, cet individu est froid, cette personne est très intelligente ». Cela nous semble tout naturel, nous le faisons en permanence, et pourtant, si nous nous penchons davantage sur la formation de ces impressions, une question se pose, que jugeons-nous vraiment ? Les travaux portant sur la cognition sociale auront permis de mieux préciser les différents traits que nous avons tendance à attribuer aux individus et que nous pouvons regrouper selon deux dimensions. Les traits liés à la compétence, comme intelligent, adroit, compétent, ennuyeux, etc. Les traits liés à la chaleur, c'est-à-dire à la sociabilité, comme sincère, froid, honnête, impopulaire, sympathique, etc. Différents travaux de recherche ont pu montrer que nous avons tendance à inférer spontanément des traits de personnalité à des individus à partir de l'observation de leur comportement, sans que nous en ayons toujours conscience. Par exemple, si un inconnu me bouscule dans le métro, je pourrais lui attribuer des caractéristiques de type « cet homme est antipathique, c'est quelqu'un d'impoli ou éventuellement de maladroit ». Si une personne m'expose des informations que je juge utiles, comme m'aider à retrouver ma route, je pourrais la considérer comme compétente, sympathique. Ce type d'inférence qu'on retrouve plus fortement dans les cultures occidentales pose problème, car nous venons à confondre des comportements avec des caractéristiques individuelles. Or, l'un et l'autre ne sont pas nécessairement liés. Un comportement problématique nous informe sur ce que fait la personne à un moment donné, mais pas sur ce qu'elle est en permanence. Et cela nous est dommageable, car quand nous affirmons que le comportement n'est imputable qu'à des dispositions individuelles, cela nous empêche d'explorer d'autres explications, d'autres hypothèses qui ne se réduiraient pas à la simple faute de l'individu. Nous l'avons déjà évoqué dans une précédente vidéo avec les comportements d'achat. Qu'il y ait beaucoup de clients au même endroit au même moment dans un magasin est problématique en raison de la situation actuelle. Mais l'observation de ce problème de fréquentation ne nous dit finalement rien des personnes présentes. Cette confusion entre un comportement problématique et les caractéristiques individuelles peuvent donc tenir de cette inférence spontanée des traits ainsi que d'erreurs d'attribution causale. Nous n'explorerons pas davantage la question des attributions causales, car bien que cela soit central dans l'élaboration de nos jugements sociaux, nous l'avons déjà abordé à plusieurs reprises. Vous trouverez les liens des différentes vidéos et articles évoquant ce point dans le descriptif. Se former rapidement des premières impressions vis-à-vis d'un individu peut non seulement déformer notre regard sur la situation, mais plus encore peut orienter nos prochaines cognitions. Si nous considérons qu'un individu manque de compétences, d'intelligence, nous aurons tendance à traiter ces nouvelles informations à son sujet de manière à confirmer nos premières impressions. Salomon Asch, l'un des pionniers de la cognition sociale, parle d'un effet de primauté. Les premiers traits centraux que nous inférons à l'endroit d'un individu seront plus vivaces et orienteront la suite de nos inférences.
Dans un souci de cohérence, nous interpréterons toutes nouvelles informations à l'aune de notre jugement initial. Si nos premières impressions sont négatives, nous aurons tendance à interpréter les nouvelles informations de façon négative, de manière confirmatoire, et ignorant les informations contradictoires. Ainsi, si je me hâte à juger un individu en le considérant comme stupide ou irresponsable, je peinerai à revenir sur cette première opinion. Je chercherai au contraire à la justifier autant que possible, en attribuant d'autres traits défavorables, en sélectionnant des informations qui vont dans le sens de mes attentes. Vous l'aurez peut-être reconnu, derrière ces différents processus, nous retrouvons ce bon vieux biais de confirmation. Celui-ci est très puissant dans nos jugements sociaux, d'autant plus que nous sommes souvent moins critiques vis-à-vis de ce type de jugement que nous pourrions l'être pour un jugement non social. Cette inclination à vouloir confirmer et justifier nos jugements se voit renforcée par nos actes sur les réseaux sociaux. Quand nous partageons un jugement social sur Twitter, Facebook ou autre, nous nous engageons davantage dans notre opinion. La prise de position publique est un acte engageant, rendant encore plus difficile toute prise de recul ou de remise en question. Si j'affirme publiquement sur Twitter que tel individu est stupide, en raison d'un comportement que je jugerais excessif, je peinerai à revenir sur mes décisions, même si on m'expose de nouvelles informations expliquant ce type de comportement sous un angle non dispositionnel, c'est-à-dire déterminé par une situation particulière. Les réseaux sociaux et les médias sont déterminants quant à nos jugements sociaux, d'autant plus en ce moment de crise pandémique, car c'est l'une des principales fenêtres d'observation et d'échange que nous avons. Confinement oblige. Cela n'est pas sans conséquence, car les informations que nous recevons sont déjà présélectionnées, parcellaires, voire partiales. En règle générale, nous avons tendance à baser nos jugements sur quelques informations qui ne sont pas toujours représentatives, voire qui dépeignent les comportements les plus extrêmes, car les plus visibles, donc les plus mémorables, les plus emprunts à nous faire réagir émotionnellement. On peut parler d'un biais d'échantillonnage, et celui-ci est d'autant plus renforcé par nos usages sur les réseaux sociaux. Ajoutons d'ailleurs qu'actuellement, les comportements les plus problématiques sont justement les plus visibles, puisque par définition, un individu qui respecte les règles sanitaires est un individu qu'on ne voit pas, ou très peu. C'est là encore un facteur qui peut expliquer pourquoi nous pouvons avoir l'impression que les gens ont un comportement inapproprié, tout simplement car ces derniers sont rendus plus visibles par rapport aux comportements les plus appropriés. Bref, les réseaux sociaux, comme la télévision, font un effet loupe, car mettent en avant des comportements souvent négatifs qui ne sont pas des plus représentatifs. De nombreux autres éléments peuvent venir troubler notre jugement, tels que les facteurs affectifs. La présente situation étant inconfortable, notre humeur en sera affectée, et la difficulté d'avoir pu trouver du réconfort en se rapprochant des autres durant le confinement aura pu nous peiner davantage, nous mettre en colère. Et ce degré d'irritabilité ne sera pas sans conséquence sur la production de nos jugements sociaux. Nos jugements seront aussi orientés par les rapports que nous entretenons avec les individus ou les groupes, la manière dont nous nous situons par rapport à eux. Plus un individu nous paraîtra éloigné, selon des différences culturelles ou socio-économiques par exemple, plus nous pourrons nous montrer sévères à son égard. Enfin, n'oublions pas non plus le caractère bien particulier de ce contexte de pandémie, contexte qui génère chaque jour des saillances de la mort. De nombreuses études portant sur la théorie de la gestion de la peur ont par exemple montré qu'en contexte de saillance de la mort, nous pouvons avoir des réactions bien plus négatives à l'égard des exogroupes. Nous pourrons aussi être plus sévères et moralisateurs à l'égard des transgresseurs. Nous n'aborderons pas davantage ce point car nous aurons sans doute l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez retrouver un dossier complet de V6 sur ce sujet, lien que vous trouverez dans le descriptif. Pour résumer ce que nous venons de voir, la formation de nos jugements peut être fortement biaisée par notre tendance à confondre un comportement problématique avec des traits personnels négatifs, notre inclination à surestimer les causes internes au détriment des causes externes, la visée que nous avons à vouloir davantage confirmer nos premières impressions plutôt qu'à les mettre à l'épreuve, ce qui peut être renforcé par des actes engageants comme une prise de position publique sur les réseaux sociaux. Notre dépendance à des informations souvent insuffisantes, voire préalablement orientées par différentes sources médiatiques. L'état affectif dans lequel nous nous trouvons. Et enfin, le contexte de pandémie qui peut participer à nous rendre plus sévères et à avoir des jugements plus négatifs selon des logiques ethnocentriques.
Il nous faut désormais poser une autre question, qui n'est pas de l'ordre du comment nous jugeons, mais davantage du pourquoi nous jugeons. Lorsque nous jugeons, nous sommes bien loin d'une observation objective. Juger un individu en lui attribuant par exemple des qualités ou des défauts n'est pas tant une activité descriptive, mais davantage une activité évaluative. Quand nous jugeons un individu, nous le faisons selon les normes sociales en vigueur. Ainsi, dire d'un individu qu'il a agi avec sagesse ou avec intelligence n'est autre qu'une approbation sociale. À l'inverse, le juger comme irresponsable, comme s'étant conduit stupidement, est une désapprobation sociale. Ce type de jugement est donc associé aux règles et aux normes, dépendant de la situation. Or, les normes et règles sociales ont été profondément modifiées avec les mesures sanitaires. Cela nous a amené à devoir intérioriser de nouvelles normes, et cela très rapidement, ce qui n'est pas sans effet sur le jugement que nous portons à l'égard de nos pairs. Affirmer sa désapprobation quant à un comportement contraire à ces nouvelles normes fait en quelque sorte écho à nos propres efforts d'internalisation de ces mêmes normes. La théorie de l'autodétermination, un champ de recherche en psychologie, peut nous aider à mieux comprendre ces processus d'internalisation. En effet, il peut y avoir des internalisations d'une plus ou moins grande qualité. D'une absence totale d'internalisation, on suit une nouvelle norme uniquement sous le coup de la menace, à une internalisation davantage autodéterminée. On suit une nouvelle norme parce qu'on y a réfléchi, parce qu'on la trouve légitime, proche de nos valeurs, ou qu'on la considère comme juste. Entre ces deux extrêmes, il peut y avoir des internalisations à moitié réalisées, qui sont très peu autodéterminées. Une norme sociale peut être introjectée, c'est-à-dire que la personne la fait sienne, mais uniquement par peur de l'humiliation, de l'ostracisation, ou tout simplement pour être bien perçue dans le groupe social. Ici, le contenu même de la norme n'est pas investigué, n'est perçu que sous son potentiel de menace ou de valorisation sociale. Cette introjection n'est pas de la faute de la personne, mais advient parce que des besoins fondamentaux, autonomie, compétence, proximité sociale, estime de soi, ont été sapés par les environnements sociaux. Et ces processus d'internalisation peuvent parfois se manifester d'une bien curieuse façon. Par exemple, on peut trouver une illustration assez étonnante via les témoignages de certains internautes qui ont fait savoir qu'ils avaient pu être gênés à la vue de personnages de fiction ne respectant pas la distanciation physique. Ça peut sembler absurde, et pourtant, cela est très signifiant. Ce sentiment de gêne peut être la manifestation de ces processus d'internalisation. Précisons que dans cet exemple de tweet, le commentaire n'illustre pas tant un jugement social négatif, mais peut davantage illustrer une préoccupation empathique et compassionnelle à l'égard de ces personnages de fiction que nous ne voudrions pas voir mis en danger. Et j'avoue que, vu sous cet angle, c'est assez mignon. Séparez-vous, pauvre fou! Quittons ces processus d'internalisation et revenons à des jugements sociaux plus sévères et bien plus problématiques. Juger sévèrement les autres, les dévaloriser, peut consister à se valoriser soi-même ou son groupe d'appartenance. Ce besoin de se valoriser peut être d'autant plus fort que nos besoins fondamentaux ont été sapés par le confinement. Par exemple, le fait de ne pouvoir combler ce besoin fondamental de proximité sociale viendra diminuer les possibilités de se sentir socialement valorisé par ses pairs. Ce déficit pourra diminuer notre amour-propre et notre estime personnelle, enclenchant un besoin de restaurer son estime de soi par la dévalorisation d'autrui. Pour mieux comprendre ces processus, nous en avons parlé dans de précédentes vidéos, telles que celle sur le biais d'autocomplaisance ou sur l'erreur ultime d'attribution. Enfin, le jugement social peut aussi permettre de percevoir les autres comme plus cohérents, stables et donc plus prévisibles. Comme nous l'avons vu précédemment, la formation de nos impressions vise à concevoir un schéma cohérent de l'autre, ce qui n'est pas sans générer des erreurs. Et cette recherche de cohérence va au-delà du jugement individuel. Ce n'est pas seulement chez l'individu que nous recherchons du sens. À travers le jugement d'autrui, c'est aux événements que nous voulons donner du sens. C'est ce qu'ont pu montrer les diverses recherches sur la théorie de la croyance en un monde juste.
L'hypothèse de la croyance en un monde juste a été élaborée par Melvin Lerner à partir des années 60 et désigne notre besoin de croire que nous vivons dans un monde où les individus obtiennent ce qu'ils méritent, c'est-à-dire ce besoin de croire que le monde est stable, cohérent, dépendant de nos efforts, actions et comportements. Cette vision nous est bénéfique car elle nous rassure, notamment dans un contexte difficile comme celui que nous vivons actuellement. Cela nous rassure car nous pouvons nous dire qu'au fond, si nous nous comportons bien, conformément aux règles, si nous faisons assez d'efforts, nous serons en sécurité. Et parce qu'on a besoin de croire que notre sort dépend de nous, cela pourra nous amener à penser que ceux et celles qui sont touchés par la maladie n'ont peut-être pas fait assez d'efforts. Nous en arrivons alors à suspecter que les malades l'ont peut-être un peu cherché, qu'ils auraient une part de responsabilité. Ce type de discours a pu transparaître dans les médias et réseaux sociaux. Cela a même été illustré par les propos de Didier Lallement, préfet de police de Paris, le 3 avril 2020. Mais le plus simple est quand même de faire appel au bon sens et de faire appel à la responsabilité. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Didier Lallement fait ici une corrélation qu'il juge lui-même comme évidente. Les malades en réanimation seraient responsables de leur sort, affirmation qui a suscité de vives réactions. Cette corrélation est complètement fausse d'un point de vue scientifique et illustre malheureusement un type de jugement que nous pouvons parfois lire ou entendre. Essayons de mieux le comprendre. Les psychologues sociaux ont pu relever que, face à une injustice, les individus peuvent mettre en place différentes stratégies, leur permettant de défendre leurs croyances en un monde juste. L'une d'elles consiste en une distorsion cognitive. Nous rationalisons le malheur des victimes en estimant qu'elles ont quelque part un peu mérité ce qui leur arrive, et donc que ce malheur n'est pas si injuste que cela. De là, on peut en arriver à blâmer la victime, à la tenir comme partiellement, voire complètement responsable de ce qui lui arrive. Les chercheurs ont pu noter que différents facteurs peuvent renforcer ce type de distorsion, notamment notre incapacité à aider la victime ou à empêcher ces événements de se produire. Plus nous nous sentirons impuissants face à une situation aux conséquences injustes, plus nous pourrons vouloir réduire, voire nier ce sentiment d'injustice, notamment en blâmant la victime. Ce type de jugement peut avoir des effets dévastateurs, car on ajoute à la victime et à ses proches de nouvelles injustices, celles du blâme, de l'humiliation, de la honte, de la non-reconnaissance de ses souffrances. Soyons particulièrement vigilants à ne pas formuler de tels jugements. Pour cela, gardons bien à l'esprit que la notion de mérite, en ce contexte de maladie, n'a pas sa place dans nos jugements sociaux. Les différents facteurs, exemples et processus que nous venons de présenter sont loin d'épuiser le sujet, et nous aurons sans doute l'occasion à l'avenir de développer davantage. Pour résumer, si l'on juge sévèrement les autres, c'est bien souvent parce que cela répond à des visées dont nous n'avons pas toujours conscience, telles que se valoriser soi-même, se rassurer, justifier nos propres efforts ou difficultés face à une situation inconfortable, ou encore maintenir une certaine vision du monde. Comment éviter ces biais? Et comment éviter de nous emporter? Juger un individu, lui attribuer des traits de personnalité, expliquer son comportement par ses seules dispositions n'est pas un jugement objectif. Plusieurs facteurs orientent notre regard et la situation actuelle peut participer à davantage de mésinterprétations. Ces mésinterprétations ne sont pas sans conséquences, car elles peuvent nous amener à orienter nos propres comportements, la manière dont nous interagissons avec les autres. Plus encore, ce type de jugement peut nous empêcher d'entrevoir des solutions, car si l'on considère que les différents problèmes observés se réduisent à des dispositions individuelles, on pourra se contenter d'un statu quo, voire on pourra en appeler à des solutions contre-productives telles que réclamer auprès des autorités une plus grande surveillance de la population, davantage de sanctions et de répression. Autrement dit, sur le long terme, ces mésinterprétations peuvent participer à orienter les attitudes sociopolitiques qui pourront persister après la crise, d'où l'importance d'y réfléchir dès maintenant.
Pour éviter des mésinterprétations, la connaissance des différents biais que nous avons évoqués peuvent nous ouvrir quelques pistes intéressantes, nous permettre de développer notre conscience sociale, c'est-à-dire apprendre à décoder et à analyser les informations sociales, développer son empathie cognitive et sa sensibilité, prendre en compte ses propres sentiments, analyser ses propres réactions. Pour cela, quand on juge un individu en raison d'un comportement qu'on estime problématique, on peut tenter de comprendre son propre jugement en cherchant à le formuler clairement en soi-même, en prenant en compte les émotions négatives qui nous parcourent, en les nommant. Cela pourra nous permettre de prendre conscience de notre humeur, de nos affects, de les appréhender avec douceur, sans sévérité envers nous-mêmes. Par la suite, nous pourrons étendre notre réflexion sur des informations que nous n'avions pas forcément perçues ou tenues compte au préalable, et pourquoi pas tenter d'entrevoir des solutions adaptées à la situation. Durant la crise, ce n'est pas seulement en dehors de chez nous ou au rebord de notre fenêtre que nous jugeons les autres. Pour beaucoup, nous le faisons via les réseaux sociaux. Or, ce type d'usage peut renforcer les différents biais, ne serait-ce que par les informations parcellaires et partiales que nous recevons, mais aussi parce que nous allons fortement nous auto-engager dans nos jugements, dès lors que nous les énoncerons publiquement sur Twitter ou sur Facebook. Plus nous prenons publiquement position pour une interprétation ou une explication, plus nous nous risquons à sélectionner les informations confirmatoires au détriment des informations contradictoires. Ainsi, nous peinerons à nous remettre en cause, nous ne verrons plus les choses comme elles sont, mais comme nous voulons les voir. Pour éviter cela, il suffit simplement d'être prudent quant au partage et aux commentaires que nous faisons sur la toile. Laisser plus de place au doute, voire quand nécessaire suspendre son jugement, pourra nous éviter de nous enfermer dans des jugements hâtifs erronés. Et n'omettons pas non plus une autre dimension du jugement, comme on peut le voir si souvent sur les réseaux sociaux, le jugement du jugement social des autres. Comme nous l'avons vu, il peut y avoir de nombreuses raisons au fait que les personnes soient déterminées à juger les autres, raisons qui ne se réduisent pas à des facteurs dispositionnels, et cela est à prendre aussi en compte afin de ne pas juger à son tour de manière excessive une personne qu'on estimerait juger trop sévèrement. Enfin, ce que nous apprennent ces différents biais dans les grandes lignes, c'est que nous avons tendance à confondre une situation ou un comportement problématique avec les personnes. C'est là une confusion que nous faisons trop souvent et qui nous empêche généralement de trouver des solutions adaptées. Et quand les comportements problématiques sont nombreux, ou quand le problème tient non pas d'un unique comportement, mais bien de la somme de ces comportements, la solution ne peut s'entrevoir que de manière systémique. Parfois, la solution peut se trouver dans la modification des environnements et de l'organisation, dans le réaménagement de certains lieux, afin de donner davantage de repères aux individus, car les comportements problématiques en ce contexte de pandémie proviennent très souvent d'un manque d'information. Autrement dit, face à un comportement problématique, réorienter son analyse sous un angle moins dispositionnel, en recherchant les autres informations disponibles, sans les rejeter, en prenant en compte la multitude des facteurs avec un regard systémique, sera bien plus constructif et inspirant quant à la mise en place de solutions. Cela évitera de nombreuses mésinterprétations, pourra réduire le statu quo. En somme, juger un peu moins, comprendre un peu plus.